Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. La crise Covid, avec ses vagues de confinement planétaire, a fortement perturbé l'économie mondiale. Dès que le virus a perdu en intensité, on a assisté à un début de rebond, vite mis à mal par la guerre en Ukraine et ses conséquences, notamment sur le marché des matières premières, qui ne sont que la partie émergée d'une crise que l'on peut considérer comme mondiale. Face à ces bouleversements, peut-on sortir d'une spirale dans laquelle il est notamment question d'une inflation galopante et d'une dette qui ne cesse de se creuser? Et si oui, par quels moyens? C'est ce que nous allons voir avec notre invité dans cette émission, Olivier Klein, le directeur général du groupe BRED, qui est actuellement en Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci de nous éclairer sur ces sujets complexes. Vous êtes le directeur général du groupe BRED. J'ajoute que vous êtes aussi professeur de macroéconomie financière et de politique monétaire à HEC. Vous intervenez régulièrement dans les médias. Vous tenez notamment une tribune régulière dans les Échos. Alors, avant d'en venir au thème de ce qui nous intéresse, un mot sur l'objet de votre visite en Calédonie. Eh bien, en principe, quand il n'y a pas, évidemment, les empêchements liés au Covid, je viens tous les 2 ans dans le Pacifique, puisque le groupe BRED a plusieurs banques, une très belle banque en Nouvelle-Calédonie, une banque qui grandit très très bien et qui est vraiment de forte réputation à Fidji. Ce qui fait d'ailleurs que je viens de Nouvelle-Calédonie en étant passé par Fidji. J'ai passé 15 jours à Fidji, là. Ce qui permet aussi de voir, c'est intéressant de pouvoir comparer aussi. Et puis, on a la première banque à Vanuatu et la deuxième banque des îles Salomon. Voilà, donc vous faites une tournée en quelque sorte des banques qui sont dans ce groupe BRED. On parlera justement parce que à la fin de cette émission de l'économie dans la région, parce que forcément ce qui se passe aujourd'hui sur la scène mondiale impacte aussi les économies dans la région. Alors, difficile d'aborder cette émission, c'est pas par quel bout rentrer finalement pour parler de cette économie mondiale. Peut-être pour commencer, Olivier Klein, il y a eu la crise Covid, on l'a dit, elle a perturbé les économies. On pensait qu'on allait s'en sortir d'une certaine façon puisqu'il y a eu des débuts de rebond et puis la guerre en Ukraine est arrivée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la crise générée par la guerre en Ukraine est bien plus grave que celle générée par la crise Covid? C'est une question complexe en réalité, parce qu'on peut dire déjà que à cause du Covid, les gouvernements, pour protéger les populations et pour protéger les entreprises, avaient mis un couvercle sur l'économie. Les périodes de confinement, ce n'est pas des périodes de développement économique, ce sont des périodes où naturellement l'économie baisse pendant ce temps-là. Mais comme, à juste titre, beaucoup de gouvernements ont protégé les populations pendant cette période, pas seulement sanitairement, mais financièrement. Économiquement, oui. Économiquement, et protéger aussi les entreprises, l'argent était là. Au moment même où le Covid semblait se terminer, on pense, j'espère que c'est le cas concrètement, on a enlevé les couvercles. Donc on a supprimé les confinements. Et l'économie est repartie en jaillissant. On l'avait mis sous boisseau, tout d'un coup on enlève le couvercle, tout ça repart. Et tout ça repart tellement vivement, bien avant la guerre en Ukraine, qu'on a un début d'inflation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pendant le confinement, les chaînes de production, les chaînes d'approvisionnement, la logistique, tout ça était un peu cassé. Et la demande n'était pas là, puisque les gens ne sortaient plus de chez eux, en gros. Quand l'économie repart, les chaînes de production, l'organisation du commerce mondial n'est pas complètement à jour. Elle a du retard, c'est bloqué dans plein d'endroits. Et pourtant, la demande repart très fort. La consommation, l'investissement, tout repart très fort. Et là, il y a une différence entre la demande et l'offre. Mais on pourrait presque parler d'une inflation positive dans ce cas-là. C'est une inflation positive dans le sens où ça correspond effectivement à une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. Et c'est bien, parce que ça veut dire que la croissance est presque trop vive. Mais enfin, c'est mieux d'avoir une croissance vive qu'une croissance pas vive du tout, bien sûr. Donc, à ce moment-là, ça fait démarrer l'inflation parce qu'il y a pénurie de plein de choses, mais il y a encore beaucoup d'argent sur la table et qui se remet à être employé dans l'investissement et dans la consommation. Et là, l'inflation démarre. Évidemment, on peut penser à ce moment-là, ce que beaucoup pensent, que c'est transitoire. Parce qu'il suffit que l'offre, la production se réorganise, se remette en place. Et à ce moment-là, tout va repartir, ça va repartir et tout va aller bien. Et ça a été plus compliqué que ça. Ça a été plus compliqué que ça avant la guerre d'Ukraine encore. Plus compliqué que ça parce que il y a une sorte de découplage, partiel en tout cas, entre l'économie américaine et l'économie chinoise.
parce que y a des tas de chaînes de production qui ne sont pas remises en place comme on le pensait, parce que il y a des pénuries profondes sur certains objets, et en plus on découvre, et ça n'a rien à voir avec la guerre d'Ukraine, qu'il y a une pénurie de travail. Et donc les entreprises qui veulent repartir, non seulement sont bloquées parce qu'elles ne trouvent pas toujours l'approvisionnement, mais en plus elles ne trouvent pas toujours le travail suffisant pour faire repartir le tout. Et là, moi à ce moment-là, en juin 2021, je commence à écrire que peut-être c'est le retour de l'inflation, mais d'une inflation structurelle, pas d'une inflation transitoire. Et en réalité, peu à peu, on va découvrir, vers la fin de l'année dernière, que c'est une inflation plutôt structurelle. Il y a un aspect conjoncturel, il y a un aspect dû à ce que je viens de dire, mais il y a un autre aspect aussi qui est lié sans doute à une démondialisation partielle. Ce découplage entre l'Asie, enfin la Chine et les États-Unis. Il y a un phénomène probablement sur le travail qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les gens qui avaient un travail mal rémunéré, très exigeant aux États-Unis, ils n'ont pas envie de... Bon, on en reparlera. Oui, parce que vous êtes partisan que les salariés travaillent un peu plus. Pour vous, c'est une des solutions aujourd'hui à mettre en avant. Oui. On en parlera. Je pense que c'est une bonne solution. Et on a évidemment aussi une accélération des mutations dues au Covid. Le Covid, je ne pense pas qu'il y a le monde d'après et le monde d'avant, moi. En revanche, je pense que les mutations qui étaient en cours se sont accélérées avec la crise. Le digital a pris encore plus de place, etc., etc. Et les besoins de qualification qu'on a sont peut-être encore plus différents que ce qu'on avait juste avant la mutation. Et tout le monde n'est pas forcément formé au métier dont on a besoin aujourd'hui. En plus de ceux qui n'ont pas beaucoup de qualifications et qui veulent moins travailler pour pas grand-chose, notamment aux États-Unis, avec des horaires pas terribles. Alors ça, c'était la situation à l'issue de la crise Covid. Oui. Pas catastrophique, mais avec des perspectives. Voilà. Et la guerre en Ukraine est arrivée. Alors là, ça a aggravé considérablement les choses. Voilà, pour deux raisons. La première, c'est que ça a rajouté de la pénurie sur l'énergie. Et bien sûr, parce que la Russie est productrice de pétrole et de gaz. Et comme on le sait bien, l'Allemagne était très dépendante pour son énergie, à peu près 40% du gaz russe. Donc c'est énorme pour faire son électricité. Ce qui fait que les prix de l'énergie ont encore plus flambé. C'était bien parti, mais là, ça en a rajouté. Et puis la deuxième raison, c'est que une guerre aux portes de l'Europe, ça inquiète tout le monde, à juste titre quand même. Et ça provoque cette inflation qui est plus forte encore, ça provoque des pertes de pouvoir d'achat, ce qui provoque qu'il y ait des gens qui commencent à baisser leur consommation, et donc ça commence à ralentir l'économie. Donc le fait que la matière première soit encore plus chère, que l'énergie soit encore plus chère, que l'inquiétude monte, ralentit l'économie. Et là, on passe dans un moment où on peut craindre la stagflation, c'est-à-dire la stagnation économique, plus une inflation importante. Alors, faisons référence à l'actualité, puisque cette crise notamment de l'énergie générée par la guerre en Ukraine, a conduit Emmanuel Macron à l'ouverture du Conseil des ministres de rentrer à dire c'est la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, la fin des évidences. On le comprend évidemment. Est-ce que c'est aussi la fin du quoi qu'il en coûte, qui était peut-être entendable au moment de la crise Covid et qui ne l'est plus alors qu'on rentre dans une sorte d'économie de guerre? C'est évidemment la fin du quoi qu'il en coûte. Ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que je dis... On ne peut pas faire autrement. Pour une raison qu'il faut que tout le monde comprenne bien. Il n'y a pas d'argent magique. On a trouvé de l'argent pour financer les entreprises, pour donner les salaires aux particuliers, etc., pendant un temps, mais ça a aggravé les déficits budgétaires, et c'est prévu, et tout était refinancé facilement par les banques centrales. Mais là, c'était un monde qui pouvait être que transitoire, parce qu'on sauvait l'économie, et on faisait bien de le faire, encore une fois. Moi, j'étais totalement favorable. Mais on savait d'avance qu'il n'y avait pas d'argent magique, donc il faudrait rattraper ce moment-là plus tard, en faisant plus d'efforts, pour revenir à une situation normale. Et on savait que ça devait se terminer. Donc à partir du moment où... Et on pensait que le Covid durerait 1 an au début, ça a duré 2 ans. Donc ça a encore plus aggravé cette situation. Mais on savait forcément qu'il y aurait une fin de l'argent magique, mais il n'y a pas d'argent magique. Donc il y a une fin du quoi qu'il en coûte. Et ce qui est annoncé en ce moment par le gouvernement français, mais qui est fait absolument partout ailleurs, c'est on sort du quoi qu'il en coûte, on ne peut plus surprotéger quoi qu'il arrive. Et une bonne raison à cela, c'est que la dette de l'État, qui s'est accumulée beaucoup aussi
à cause du Covid et des effets du quoi qu'il en coûte. Mais ce qui était normal, qui n'est pas malsain, aujourd'hui, elle va devoir être payée beaucoup, beaucoup plus cher parce qu'avec l'inflation, les taux d'intérêt montent. Et comme les taux d'intérêt montent, par exemple, pour 1 seul % d'augmentation des taux d'intérêt, mais on va avoir plus que ça, et 1 seul % d'augmentation de l'inflation, et on a déjà beaucoup plus qu'1 % d'augmentation de l'inflation. On est à 6,1% sur un an, oui. Dans 10 ans, le budget de l'État a 40 milliards de coûts d'intérêt, 40 milliards d'euros de coûts d'intérêt supplémentaires. C'est-à-dire, c'est le même budget que la défense aujourd'hui. Pour 1 %, admettons que ça soit plus que 1 %, ce qui est très prévisible, c'est infinançable. Surtout que les banques centrales arrêtent progressivement de financer le supplément de dette des États. Donc, aujourd'hui, on revient à une situation tout simplement normale de contrôle budgétaire, de vision où il faut calculer tout et où on ne peut plus dépenser n'importe comment. Il n'y a plus d'argent donc. Il n'y a plus d'argent au sens où on ne peut plus continuer à dépenser plus qu'on ne reçoit plus longtemps. Alors, quelle va être l'attitude des banques, et notamment des banques centrales, face à cette situation ? Parce qu'on sait qu'elles jouent un rôle crucial, elles orientent les marchés, elles pèsent sur les économies. Quelles sont leurs marges de manœuvre, notamment celles de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne ? Pas mal d'économistes, en réalité, pensaient que les banques centrales n'allaient pas réagir à cette inflation temporaire. Et c'est vrai que les banques centrales elles-mêmes, jusqu'en fin d'année dernière, ont dit puisque l'inflation est transitoire, ne bougeons pas trop vite. Elles auraient eu raison si l'inflation n'avait été que transitoire. Mais comme aujourd'hui, on voit bien qu'elle est en train de s'installer et qu'on voit bien que les salaires commencent à rattraper, pas complètement, mais pour partie, l'inflation, que l'indexation des prix au prix, parce que les entreprises qui ont des augmentations de coûts, même indépendamment des salaires, des augmentations de coûts de revient, de fabrication, de ce qu'ils achètent pour produire, elles ne peuvent pas ne pas les reproduire dans les prix. Et puis, si les salaires augmentent, ils vont aussi être obligés de les augmenter les prix. Et donc, on voit que cette indexation des prix sur les prix, des prix sur les salaires, des salaires sur les prix, qu'on comprend très bien, entraîne l'inflation dans des domaines qui peuvent être dramatiques. Parce que l'inflation à 2%, c'est bien. L'inflation à 3%, c'est tout à fait correct. L'inflation à 0%, c'est pas bien. Mais l'inflation à 6, 8%, 10%, ça fait perdre les repères à tout le monde et ça crée des inégalités entre les entreprises qui peuvent ou pas répercuter dans leurs prix et ça crée des inégalités entre les gens eux-mêmes qui peuvent ou pas répercuter dans les salaires. Donc l'inflation débridée, c'est tout ce qu'il y a de mauvais. Ça fait perdre tous les repères et ça crée des conflits permanents. Donc il faut lutter contre l'inflation et contre l'inflation structurelle. Donc les banques centrales sont obligées d'éviter l'indexation qui commence à venir. Donc elles sont obligées d'augmenter leur taux d'intérêt. La Fed aux États-Unis, la Banque centrale américaine, a déjà bien augmenté. Elle n'en est que très probablement la moitié, je pense. La BCE, notre Banque centrale européenne, a été beaucoup plus lente à se décider à le faire parce que la situation européenne est un peu plus compliquée. Peut-être pas le temps de développer, mais la situation européenne est plus compliquée, plus disparate, les pays entre eux. Donc c'est plus difficile de monter les taux. Mais elle va le faire. Elle ne peut pas laisser l'indexation se développer et les anticipations se fixer sur des taux d'inflation beaucoup plus élevés. Donc elle va le faire. Donc oui, les banques centrales vont augmenter les taux. La seule chose qui est très difficile pour elles, c'est qu'il faut qu'elles augmentent leurs taux. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elles créent une crise financière majeure et un ralentissement de l'économie qui provoquerait une récession majeure. Et qui pourrait toucher les monnaies aussi en plus. Et qui pourrait toucher naturellement la valeur des monnaies entre elles, ce qui a commencé. Oui, on a vu un rééquilibrage entre l'euro et le dollar, notamment. Voilà, l'euro a baissé vis-à-vis du dollar d'une vingtaine de % quand même, donc c'est pas neutre. Et ça, la Banque centrale européenne ne peut pas laisser le faire trop longtemps. Parce que si l'euro baisse de trop, tout ce qu'on importe est plus cher encore. Et donc, ça rajoute de l'inflation à l'inflation. Donc, elle peut pas. Tout ce qu'on exporte est plutôt plus facile à exporter. C'est vrai, mais il y a des importations incompressibles en Europe, notamment l'énergie. Donc, vous avez le double peine en Europe. Vous avez l'énergie qui augmente très fortement mondialement, que vous devez payer plus cher, donc en importation. Alors, à part la France qui a l'énergie nucléaire, heureusement, mais pour toutes les énergies, gaz, pétrole, en Europe, on n'a pas. Donc, on est obligé d'importer. Et en plus, on a un euro moins cher qui fait importer encore plus cher. Donc là, il y a des mécanismes qu'il ne faut pas laisser se développer trop. Donc les banques centrales sont obligées d'augmenter les taux. Mais elles sont devant des pièges possibles. Si elles le font trop vite, trop fort, elles peuvent insolvabiliser, faire en sorte que des gens qui sont trop endettés, alors pas des gens, mais des entreprises, et notamment des États, qui sont trop endettés,
soient complètement en crise de solvabilité, qu'ils aient des problèmes sur leur dette. Et ça, c'est un problème majeur qu'elles vont essayer d'éviter. Elles vont essayer de ralentir l'économie pour abaisser le niveau de demande. Mais il faut éviter qu'elles fassent rentrer les économies en récession. Or, spontanément, à cause de tout ce qu'on a dit, il y a un ralentissement économique. Donc la récession, ça va être difficile de l'éviter vraiment. Du coup, le rôle des banques centrales est compliqué à jouer. Hein. C'est pour ça que les États ont un rôle à jouer aussi. Et les États doivent faire des réformes. Alors, c'est justement la question que j'allais vous poser. On est sur une situation inédite depuis plusieurs dizaines d'années. Hein. On n'a pas connu ça, comparaison n'est pas raison, mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on était sur un marché complètement bouleversé. Aujourd'hui, on se retrouve aussi sur un marché bouleversé. Il va falloir prendre des mesures structurelles, c'est-à-dire qu'il va falloir repenser l'économie, changer les choses. On ne peut pas simplement ajuster en permanence, relever un taux directeur, etc. Il va peut-être falloir aller plus loin. Et comment on peut faire ? Pour tous les pays qui ont des dettes très élevées, c'est pas l'Allemagne, hein. C'est pas la Hollande, hein. C'est pas l'Autriche. Non, plutôt les pays du sud de l'Europe. L'Italie notamment, l'Espagne, oui, entre autres. Peut-être la France. Des niveaux de dette assez élevés, même très élevés pour certains. Et elles ne peuvent pas se laisser prendre par des taux d'intérêt qui, en montant, étouffent complètement le budget. Donc il faut bien choisir que les dépenses soient faites là où c'est le plus utile possible pour l'économie. Et là où il y a des dépenses un peu de fonctionnement, parfois un peu redondantes, un peu... Voilà. Et il faut agir pour éviter que ces dépenses ne soient faites au détriment d'autres choses qui seraient plus utiles. Donc c'est ça, c'est la récession ? Pardon ? C'est la récession, ça ? Non. Parce qu'il faut que l'argent soit... Moi, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait moins d'argent dépensé au public. Il faut que l'argent public soit bien mieux dépensé. Et on sait qu'en France, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et puis, il y a des réformes à faire qui sont entamées déjà par le gouvernement Macron au premier mandat et qui semblent, pour certaines, pouvoir être complétées dans ce mandat-ci. Ce sont des réformes structurelles du type améliorer le fonctionnement du marché du travail, améliorer le fonctionnement du chômage. Quand l'économie va bien et qu'on cherche des gens partout dans les entreprises, c'est peut-être pas la peine de rémunérer le chômage trop longtemps. En revanche, quand l'économie va mal et que les gens ont du mal à trouver du travail, c'est normal de protéger les gens au chômage plus longtemps. Mais il faut être incitatif aussi à chercher du travail quand l'économie va bien et qu'on est en pénurie de travail partout. Ça, c'est une réforme, là, en ce moment, qui est en train de se faire. La retraite. On est le seul pays européen à avoir 62 ans d'âge limite pour la retraite. Tous les autres sont à 65 ans, voire 67 ans déjà, ou en tout cas programmés. Eh bien, on est en pénurie d'emplois. On ne sait pas où trouver des gens pour travailler, pour augmenter notre production, pour augmenter la croissance. Évidemment, il y a des gens entre 62 et 65 ans qui sont très envie de travailler, qui sont totalement aptes à travailler. Je ne dis pas ceux qui ont travaillé longtemps sur des métiers pénibles. La pénibilité, oui. Mais bien sûr, il faut prendre en compte la pénibilité. Et ce n'est pas l'âge qui compte, c'est le nombre d'années, d'annuités de travail qui compte en réalité. Hein. Moi, je ne suis pas l'âge, ça n'a pas d'importance. En revanche, c'est le nombre d'annuités. Mais tous les pays ont allongé le nombre d'annuités, d'autant plus que tout le monde vit beaucoup plus vieux maintenant qu'il y a 30 ans, 40 ans, ne parlons pas de 50 ans. Donc, on vit plus vieux. Si on veut protéger les retraites demain, il n'y a qu'une seule manière, hein, c'est d'augmenter l'âge. Le nombre d'annuités qu'il faut pour aller à la retraite. Sinon, pour payer les retraites demain, comment on va faire ? Soit on baisse les retraites, alors là, pour l'économie, c'est terrible, et c'est terrible pour les gens qui sont retraités, soit on augmente les cotisations sociales de ceux qui travaillent. Déjà, les cotisations sociales sont au maximum des pays de l'Europe, il ne faudrait peut-être pas qu'on baisse leur pouvoir d'achat. Donc la seule façon positive pour l'économie, elle est positive parce qu'elle protège les retraites, et c'est bien, et elle est positive parce qu'elle permet à plus de gens de travailler, ce qui est indispensable vu qu'on est en pénurie d'emploi. Et vous plaidez en plus pour que les salariés travaillent plus en échange évidemment d'un salaire qui pourrait évoluer. C'est ça. Pourquoi ? Mais parce que sur le pouvoir d'achat, on peut toujours se dire, ce qui maintenant est d'ailleurs clairement dit par le gouvernement français que c'est plus possible pendant longtemps, on peut toujours se dire le gouvernement n'a qu'à protéger les salariés sur le pouvoir d'achat. Alors il l'a fait, pour partie, même plus que la plupart des gouvernements européens. Le gouvernement français a été très généreux sur la question. Et on le comprend, c'est une bonne mesure. Sauf que les moyens budgétaires du gouvernement sont en train de se tarir. Il n'y a pas les moyens de continuer cela du tout, à cause des intérêts qui montent, etc., de l'inflation. Donc,
Il n'y a pas les moyens de continuer cela. Est-ce que les entreprises peuvent augmenter les salaires autant que l'inflation ? C'est mortel. Elles peuvent le faire dans la mesure, les entreprises qui ont les moyens, qui ont de la marge de manœuvre, qui ont beaucoup de profits, peuvent augmenter peu ou prou les salaires pour compenser partiellement l'inflation. C'est valable notamment pour les grosses entreprises. C'est valable pour les grosses entreprises qui ont des profits, mais il y en a aussi des grosses qui n'ont qui moins. ont pas de profit, oui. Mais en tout cas, il y a des tas d'entreprises qui n'ont pas la capacité de le faire sans passer en perte. Deuxièmement, il faut faire attention à la compétitivité des entreprises. Si l'entreprise a beaucoup moins de résultats parce qu'elle a plus augmenté les salaires qu'elle ne le pouvait, elle aura moins de résultats, elle va moins investir, elle va moins employer. Et à terme, c'est tout mauvais pour les gens. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il faut que l'État protège les plus faibles. Et il va, à partir de l'année prochaine, il ne protégera que les plus faibles, comme dans la plupart des autres pays. Il n'y a plus les moyens de faire autrement. Deuxièmement, il faut que les entreprises qui le peuvent augmentent partiellement leur salaire. Mais ça ne va pas compenser ça complètement, la perte de pouvoir d'achat. Donc mon idée, c'est de dire, dans la mesure, et seulement dans la mesure, où on est dans une économie où il y a pénurie de travail, où la plupart des entreprises, moi, que je rencontre comme banquier, mais ça se lit dans les statistiques nationales, c'est vrai aussi ailleurs, hein. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout en ce moment. Hein. C'est même vrai à Fidji, d'où je viens. Hein. Il manque des gens au travail. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? En France, on est un des pays où on a le temps de travail le plus petit dans la vie et dans le mois. Si on dit, on a l'entreprise qui fait un effort, mais ce n'est pas suffisant pour compenser toute la perte de pouvoir d'achat. Si on dit l'État protège les plus faibles, eh bien pour le complément, pour les équipes qui le peuvent, dans les entreprises qui le peuvent, et pour les entreprises qui le veulent, avec les équipes qui le veulent. Moi, je ne veux pas l'obliger à qui que ce soit, hein, mais pour les équipes qui le veulent, elles peuvent se dire dans les entreprises, si au lieu de travailler 35 heures, je travaille 40 heures, je vais produire plus. L'entreprise va du coup pas perdre en compétitivité, elle ne va pas gagner, mais elle ne va pas perdre en compétitivité. Et le salarié sera bien mieux protégé contre la perte de pouvoir d'achat. Et je pense que c'est très raisonnable. D'ailleurs, il y a une des mesures du gouvernement qui vient de passer, là, qui est le rachat des RTT. Hein. C'est exactement la même idée. Hein. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pensez que les Français notamment, puisqu'on va s'intéresser à la France, après avoir vécu cette période du passage de 39 à 35 heures, réduction du temps de travail, une retraite, une durée de cotisation relativement courte, etc., vous pensez que les Français aujourd'hui sont prêts à s'investir plus dans leur travail en temps, même si évidemment il y a un gain financier avec, mais que cette valeur travail va nécessairement reprendre un peu de valeur, on va dire. Deux choses. Nous, dans ma banque, ça soit en métropole, dans les DOM ou ici même, on embauche. On embauche pas mal. On a, contrairement à ce qui se raconte de temps en temps, sociologiquement, avec des bases peut-être un peu floues, on a beaucoup de jeunes qui ont envie, qui ont envie de travailler, qui ont envie d'avoir une évolution professionnelle, qui s'intéressent à ce qu'ils font. Bien sûr, il faut leur donner du sens. Ça, c'est légitime. Mais même moi, quand j'avais 30 ans, j'avais envie d'avoir du sens dans ce que je faisais. C'est peut-être plus de gens maintenant aujourd'hui, mais les jeunes ont besoin de sens. Ils ont raison. C'est intéressant de savoir pourquoi on travaille et que ce soit intéressant pour la société, mais aussi pour ce qu'on fait de nous-mêmes, soi-même. Donc, oui, il y a plein de gens et plein de jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de se donner pour bien faire. Ils veulent être récompensés en échange. Et c'est pour ça que je dis, bien sûr, il faut payer plus. Et deuxièmement, il y a peut-être une petite proportion de gens qui, après le Covid, ont perdu un peu le contact avec le travail, etc. Dans mon entreprise, au bout de 2 mois de confinement, les 2 premiers mois, tout le monde voulait rentrer. Ils en avaient marre de rester chez eux. Le télétravail, c'est bon. C'était fini. Ils voulaient rentrer au bureau et ils ne pouvaient plus supporter de voir personne. Parce que le travail, c'est pas ça. C'est aussi une réalisation de soi. C'est un projet collectif. C'est une réalisation de soi. On fait quelque chose en commun. Et c'est un processus, c'est une socialisation. C'est comme ça qu'on connaît les autres. C'est comme ça aussi qu'on travaille avec les autres, qu'on fait des amis, etc., etc. Être tout seul chez soi, c'est un moment effrayant, quoi. Il y en a même qui ont perdu contact avec la réalité. Donc, oui, il faut remettre la valeur travail. En France, on l'a un petit peu perdu depuis les 35 heures, il faut bien le dire, depuis le fait aussi qu'on a effectivement des annuités pas bien grandes par rapport à la plupart des autres pays pour avoir le droit à la retraite. Et le goût du travail, la valeur travail, qui est une valeur,
libératrice. C'est la gauche qui a toujours porté historiquement au 19e siècle, au début du 20e, la valeur du travail, une valeur libératrice. À cause de ce que je viens de dire, sur le fait que ça permet de socialiser, ça permet de s'exprimer, ça permet d'avoir un projet collectif et de faire des choses en commun, eh bien, il faut la retrouver. Alors, je ne dis pas qu'on l'a complètement perdue, puisque je viens de dire qu'il y avait plein de gens qui avaient envie de faire. Mais il faut la retrouver, il faut la repartager. Il n'y a rien de mal au travail. Bien sûr, il y a des situations dans lesquelles, parfois, on a un petit chef très ennuyeux, pénible. Il faut savoir le gérer. Il faut que les entreprises y fassent attention. Bien sûr, de temps en temps, il y a des travaux pénibles. Eh bien, en fait, la révolution technologique, même le digital, permet d'enlever la plupart du temps des travaux répétitifs et permet au contraire d'augmenter les travaux à valeur ajoutée où chacun peut s'exprimer mieux. Mais là, l'entreprise a son rôle à jouer. Il faut former de plus en plus pour que le travail devienne de plus en plus à valeur ajoutée. Alors Olivier Klein, on a évoqué les difficultés rencontrées par l'économie mondiale. On a pu penser, mais ça n'a pas duré longtemps, que le Pacifique était loin de la guerre en Ukraine, donc serait d'une certaine façon protégé. On voit bien que c'est évidemment pas le cas parce que l'augmentation des prix est compliquée, le trafic maritime et l'acheminement des denrées est compliqué. Vous rentrez de Fidji, vous avez une banque au Vanuatu, vous connaissez bien la Calédonie. Le Pacifique, lui aussi, subit cette crise. Est-ce qu'il va la subir de plein fouet ou est-ce qu'elle va s'étaler dans le temps ? Je ne voudrais pas rajouter à la morosité, mais il y a plus près de Taïwan, le Pacifique aussi. Et Taïwan est un sujet quand même chaud. Mais pas seulement économique. Et pas seulement économique, mais avec des répercussions du type ukrainien. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas les ressources et les matières premières très nombreuses en Russie qui seraient fermées, mais on produit l'essentiel des semi-conducteurs à Taïwan. Si jamais il y a un blocus... Qui sont déjà en manque sur le marché mondial. Et déjà en manque sur le marché mondial. Si jamais il y a un blocus de Taïwan, l'économie mondiale serait bien en panne. Mais bon, OK. Je reviens quand même. Moi, ce que je vois, Vanuatu, ça tourne. Fidji, ça tourne très fort. Ils vont faire cette année 12% de croissance. C'est ça qui est prévu en ce moment. Je reviens de Fidji, j'ai passé 2 semaines. Les chefs d'entreprise sont enthousiastes. Ils n'ont que des anticipations positives sur l'économie. Le tourisme marche à fond. Les gens qui font de l'agroalimentaire, et ils fabriquent beaucoup à Fidji, et ils exportent. Et ils font de l'agroalimentaire, ils font de l'hôtellerie, ils font du bâtiment. Tout tourne très fort. Et le moral est excellent. Voilà. Et donc il faut aussi regarder un petit peu. Et pour l'instant, ils n'ont pas de ralentissement. Donc je pense que le ralentissement mondial va toucher aussi tel ou tel pays du Pacifique, évidemment. Mais... il y a aussi des façons de se projeter dans l'avenir qui sont fondamentales. Et sur le cas spécifique de la Calédonie, où on n'a pas ces 12% de croissance, on est au contraire dans une période compliquée. L'argent public manque, on sait qu'il y a des déficits sur les comptes sociaux, sur un certain nombre de grands postes budgétaires. Là, il y a plus d'inquiétude pour vous en Calédonie aujourd'hui ? Mais quand j'écoute les chefs d'entreprise, comme je l'ai fait à Fidji, on voit bien que le moral n'est pas le même. Beaucoup d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise en Calédonie ont envie de faire. Mais le moral n'est pas tout à fait le même. Parce que d'abord, il y a encore des discussions sur les institutions. Et il faut bien un moment que ça se finalise. Sinon, il y a trop d'attentisme. J'ai vu des gens qui disaient « mais qu'est-ce qu'on va penser pour nos enfants demain ?» etc. Donc, il y a quand même des questions qui se posent un peu fondamentales qu'il faudra bien résoudre. Je ne sais pas si ça se résoudra en 12 mois. Mais... en tout cas, il faut bien que tout le monde c'est une étape nécessaire. Se parle pour passer cette étape. Parce que l'incertitude permanente... J'ai entendu je dirais pas qui, un ministre en France me dire la seule solution, c'est de faire des référendums en permanence. Non, alors ça, c'est mortel. La réalité, c'est qu'il y a un besoin de tourner une page en reconstruisant une nouvelle histoire ensemble, ici en Nouvelle-Calédonie, et on ne peut pas être dans l'attentisme permanent, n'est-ce pas ? C'est juste pas possible. C'était un ancien ministre, c'était pas un ministre actuel. Un ancien ministre. On ne va pas chercher comme ça. Non, mais il n'est plus au gouvernement. Enfin, il n'est pas au gouvernement. Donc, c'est important de passer cette page. Je pense qu'il faut le temps de cette concertation, il faut le temps d'avoir ce projet commun, mais il faudra bien le passer, parce que sinon ça bloque trop quand même la capacité d'anticiper sur le futur. On le sent. Maintenant, même dans ces conditions-là, il y a des entreprises qui entreprennent, il y a des gens qui ont envie de travailler, il y a une envie d'être en Calédonie quand même. Parfois, il faut sortir pour voir d'autres choses, pour s'apercevoir quand même, on est bien en Calédonie. Il y a beaucoup de choses très positives. Ce que je pense quand même, je sais que c'est une vieille ancienne, je sais que c'est pas facile, mais enfin, il faut bien commencer, c'est que l'économie calédonienne, pour bien se porter, devrait quand même se diversifier. Il y a beaucoup de richesses en Calédonie. Vaste sujet dont on parle effectivement depuis de longues années. Mais je pense que
cette diversification économique est nécessaire. D'abord parce que le nickel n'a peut-être pas des prix élevés pour longtemps. Il y a quand même des grosses productions de nickel qui vont venir dans d'autres endroits du monde. Il faut faire attention, on ne peut pas tout miser. Et la Calédonie a tellement d'atouts variés que cette diversification économique serait, de mon humble point de vue, qui ne suis pas calédonien, mais une chance pour la Calédonie à saisir. Et peut-être une manière aussi d'atténuer les crises économiques dont on ne sait pas quand est-ce qu'elles se termineront. C'est exactement cela quoi je pense. J'ajoute aussi que la Calédonie, souvent, se pense Calédonie et puis après se pense France. Mais la France est importante, mais il y a d'autres pays autour dans le Pacifique. Conforter les liens économiques, d'investissement commerciaux avec les pays autour dans la région du Pacifique Sud serait déjà une capacité à développer. Et on essaie de faire ça modestement, puisque vous l'avez rappelé, mais on a une banque au Vanuatu, on a une banque aux îles Salomon, on a une banque à Fidji, des banques importantes. On a la première banque en Nouvelle-Calédonie, avec quand même 40% de part de marché. La BCI, pour ne pas la citer. La BCI, merci. Et le gouvernement nous avait demandé de pouvoir entrer au capital de certaines de nos banques dans les autres îles du Pacifique pour faciliter cela. Et en discutant aussi avec le président du gouvernement, tout à l'heure, en réalité, il y a une envie justement de développer cette capacité régionale aussi à exister, à développer des liens économiques, culturels bien sûr, mais aussi économiques, commerciaux, d'investissement. Eh bien, nous, très modestement, pour le coup, puisqu'on est la seule banque à être implantée dans tous ces pays, la seule banque à être vraiment dans le Pacifique et pas seulement dans le Pacifique français, puisqu'on a aussi une minorité dans une banque tahitienne. Hein. Mais on est la seule banque à être dans tous ces pays. On peut servir de vecteur pour aider les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à croiser. Moi, j'ai vu des Fidjiens qui m'ont dit qu'il faut qu'on s'intéresse à la Nouvelle-Calédonie. Et je connais des Calédoniens qui me disent qu'il faut qu'on s'intéresse à Fidji. Mais croisons tout et j'espère qu'on sera un peu ce vecteur, parmi d'autres bien sûr, qui permettra de développer cela. Je pense que la diversification de l'économie, plus l'ouverture à la région Pacifique Sud, probablement sont des voies à suivre en intensifiant les choses pour pas qu'on en reparle de la même manière dans plusieurs années. Olivier Klein, directeur général du groupe BRED, merci beaucoup pour votre éclairage et vos explications sur la situation économique mondiale et dans le Pacifique. Vous reviendrez en Calédonie peut-être, la dernière fois c'est il y a 3 ans, avant la crise Covid. Parce qu'il y avait le Covid, normalement tous les 2 ans. Normalement tous les 2 ans. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans cette émission. Merci infiniment de m'avoir invité. C'était les jeudis de l'économie avec le service des opérations internationales de la BCI.